de l'attention qu'ils ont consacrée à ce texte sur les âges du monde de Schelling. Les questions sont massives. Et je disais en commençant qu'on disposait de très peu de temps, comment en si peu de temps parler de Dieu. Peut-être que, mais j'en parlerai. Dieu, c'est par association libre par rapport à ce que tu dis, je reviendrai aussi sur la question de la traduction. Donc Dieu, le temps, la traduction. Si je organise les problèmes en série comme ça. Et peut-être aussi en disant un petit mot de sur quoi tu as fait allusion, c'est-à-dire le nom propre, en commun. On peut dire que Dieu, au moment où Schelling écrit, est devenu quelque chose comme un nom commun. Il y a un petit mot que je cite dans le livre qui est assez drôle, de Jules Renard, hein, qui disait « Dieu que tout le monde connaît de nom ». Voilà. Tout le monde connaît Dieu de nom. Autrement dit, c'est devenu quelque chose comme un nom commun. Et il s'agit de philosopher à nouveau frais, à partir ou autour de la question de Dieu, dont le nom philosophique peut être l'absolu, l'infini, on peut nommer de diverses dominations, et il s'agit donc, philosophant à partir de l'infini, de l'absolu, qui serait comme un nouveau nom propre, quelque chose qui échapperait qui excéderait simplement le concept de Dieu. Dieu est devenu un concept, c'est-à-dire un nom commun. Que ce soit le Dieu des philosophes, ou que ce soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'une certaine façon. Même l'opposition elle-même, pascalienne, mais qui remonte au Moyen-Âge, oblige Schelling à tenter de philosopher autrement que par concept, c'est-à-dire autrement que par nom commun. Les concepts sont des noms communs, c'est-à-dire des unités opératoires qui permettent de subsumer sous une communauté de noms une certaine multiplicité, une certaine diversité dans une unité synthétique, en quelque sorte. Et un bon concept, c'est un nom qui est capable justement d'assurer une communauté de détermination. La narrativité de Schelling, vous savez peut-être pas, peut-être que beaucoup d'entre vous, n'ont jamais entendu parler de Schelling, hein, c'est bien possible, c'est pour ça que je souhaiterais que vous puissiez intervenir tout à l'heure à la fin de cette séance, mais le projet que forme Schelling, de façon délibérée, c'est une intention philosophique. Au moment où il écrit, il s'engage dans ce grand chantier des âges du monde, c'est de constituer une philosophie narrative. Il dit en allemand eine erzählende Philosophie, qu'il appelle aussi eine erfahrende Philosophie, c'est-à-dire une philosophie qui raconte et une philosophie qui expérimente, ça n'irait pas exactement, il ne s'agit pas d'expérimentation, encore que chez Schelling il y a aussi quelque chose comme une expérimentation continue des concepts, il le dit aussi comme ça, un essai, une mise à l'essai, une mise à l'épreuve des concepts, mais une philosophie qui serait capable et de raconter et de restituer quelque chose d'une expérience singulière. C'est ce projet de narrativité que Schelling engage en pensant faire pièce à la dialectique spéculative, essentiellement, à Hegel. Et en étant lui-même d'une opinion mitigée sur la réussite possible de son projet. Dans l'introduction, les projets d'introduction aux âges du monde, il explique à plusieurs reprises que le temps n'est peut-être pas encore venu, cette philosophie narrative dont il esquisse le projet. Et qu'en attendant, dit-il, je le cite de mémoire, mais c'est exactement ce qu'il dit, hein, en attendant, il faut sans doute continuer à user de la dialectique spéculative. Mais en connaissant, vous voyez, du coup, la dialectique spéculative, c'est-à-dire la philosophie de Hegel essentiellement, Schelling lui assigne des limites, en retrouvant quelque chose certainement du geste kantien de la philosophie critique comme philosophie des limites de la connaissance. Je dis les choses un peu en vrac, donc je ne sais pas très bien où je vais. Donc la question de Dieu, elle est reprise et renommée comme l'absolu, comme l'infini. Ici, il faut peut-être préciser une chose qui en dit long sur
sur le style, sur le tempérament philosophique de Schelling. Schelling a toujours expliqué, et ça tout au long de sa très longue carrière philosophique, parce qu'il y a aussi cette singularité qui fait qu'il est à la fois le cofondateur de l'idéalisme classique allemand, avec sa philosophie de l'identité, dont Andras a parlé tout à l'heure, et en même temps l'inventeur, en quelque sorte, également de la philosophie post-hegelienne. C'est-à-dire qu'on retrouve dans la philosophie tardive de Schelling en particulier des thèmes qui sont des thèmes kierkegaardiens, je dis les choses très grossièrement, marxiens et nietzschéens, et également heideggeriens. On avait organisé il y a à peu près 2 ans un colloque qui portait sur, j'y pense parce que les actes vont être publiés dans quelques jours, à la mi-novembre, un colloque qui portait sur les héritages schellingiens dans les philosophies contemporaines. Il y a eu toute une série d'interventions sur Schelling et Rosenzweig, Schelling et Heidegger, Schelling et Kierkegaard, Schelling et Deleuze, Schelling et Agamben, etc. Donc vous voyez, il y a des ramifications comme ça. Il n'y a pas d'école schellingienne comme il y a un hegelianisme, un jeune hegelianisme, un vieil hegelianisme, mais il y a des ramifications qui vont jusqu'à des pensées contemporaines. Coralie y a fait allusion. Il y a aussi une curieuse affinité intéressante, mais je ne vais pas la développer ici, entre ce qu'on peut lire à propos du temps dans La recherche du temps perdu de Proust et ce qu'on peut lire aussi dans Les âges du monde. Donc, ce qui marque avec la prégnance la plus forte et la continuité la plus durable, ce tempérament philosophique de Schelling, c'est que pour lui, ce qui pose problème, ce qui constitue une énigme, ça n'est pas Dieu, ça n'est pas l'absolu, ça n'est pas l'infini, c'est le fini. C'est le fait que nous existions, nous tous, selon une existence finie. Et donc la question qu'il se pose, c'est comment peut-on déduire, dériver le fini depuis l'infini, l'existence depuis l'absolu. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de ces tentatives, justement, je disais que la philosophie schellingienne est une philosophie essayante. Il a expérimenté toutes sortes de modèles possibles de dérivation, de rapports, de déduction, ce ne sont pas de bons mots, entre l'absolu ou l'infini et le fini. Et donc la question de Dieu est évidemment centrale, mais pas tellement à mes yeux, en tout cas dans la lecture que j'en ai faite, comme question théologique, mais comme question philosophique, absolument centrale et décisive. Et je dirais que ça c'est propre à tout l'idéalisme classique allemand. La question de l'absolu, pour Hegel en particulier, c'est une question absolument centrale et décisive. Donc ils héritent critiquement de Kant de la même question, Hegel et Schelling, mais le traitement qu'ils font subir à cette question est tout à fait différent chez l'un et l'autre philosophe qui ont été des adversaires continus, adversité ou enfin hostilité surtout marquée du côté de Schelling, d'ailleurs plus que de Hegel. Et puis Schelling a survécu de près de 20 ans ou 25 ans à Hegel. Donc, sur la question Dieu, voilà ce qu'on peut dire. Tenter de renommer par la narrativité la vieille question de Dieu et la renommer depuis la question de l'absolu, depuis la question de l'infini, en le déterminant, mais c'est une détermination impossible, comme l'archi-vivant, dit aussi l'archi-origine, l'être le plus ancien de tous les êtres, etc. Quelque chose, vous voyez, qui relève de ce que Schelling, alors pas dans les âges du monde, le Schelling plus tardif va appeler l'imprépensable, c'est-à-dire quelque chose qui ne se laisse pas prédéterminer par la pensée, quelque chose qui toujours vient avant la pensée, et à quoi la pensée a à se plier, comme elle peut. La pensée est toujours, pour pasticher un mot de Lévinas, mais il y a beaucoup de choses aussi qui pourraient entrer en affinité, la pensée vient toujours trop tard au rendez-vous qu'elle a avec le réel, disons les choses comme ça. Mais elle vient quand même. Elle vient trop tard à son rendez-vous avec le réel, parce que le réel la précédera toujours, mais elle vient quand même. Et donc c'est dans ce défi, dans ce quand même, dans ce rendez-vous manqué avec le réel, que se tient aussi l'exercice schellingien de la pensée, me semble-t-il, qui est également marqué par c'est le côté romantique de Schelling, marqué par une certaine mélancolie du philosophe.
Il y a de nombreux textes où Schelling dit, lorsqu'on parcourt l'histoire de la philosophie comme ça, on a l'impression de se trouver dans un champ de ruines. On est entouré de systèmes anciens dont il ne reste à peu près rien. Quelques belles ruines peut-être. Et dit-il, quand on entre comme ça dans l'histoire de longue durée de la philosophie, on est saisi d'une profonde mélancolie. Parce que les systèmes de philosophie, à partir du préalable que je viens d'indiquer sur le rapport entre l'absolu et ce que Schelling appelle parfois l'absolu dérivé, c'est-à-dire une forme de finitude qui relèverait, qui serait nourrie de façon vivante par l'absoluité. Cette mélancolie du philosophé schellingien, elle tient à ce que tout système philosophique qui s'intéresse au système, mais on peut dire toute pensée philosophique, est toujours comme la réfraction finie dans un système, dans une pensée, de quelque chose qui est infini. Et l'impossible schellingien relève donc d'un interminable, c'est-à-dire qu'on n'en finira jamais de tenter de penser cet infini et de construire des systèmes de l'infini. Schelling lui-même, dans sa philosophie du tout début des années 1800, Schelling lui-même tente de construire ce qu'il appelle un système de la liberté. Et l'extraordinaire paradoxe, évidemment. Comment on peut construire un système, d'une part. On peut par ailleurs essayer d'esquisser une philosophie de la liberté, mais un système de la liberté, cette tentative schellingienne fait que d'emblée, il se place sous le signe de ce que Heidegger appelle un échec, non pas monumental, parce que en français ça pourrait être apprécié diversement, mais un échec grandiose. C'est le mot de Heidegger, un échec grandiose. Et Heidegger ajoute que cet échec grandiose vaut bien les réussites philosophiques. Et il a en vue en particulier Hegel, le système hegelien. Donc, cette mélancolie romantique du philosophé schellingien. Quelques mots encore, peut-être alors sur la traduction d'une part, sur le temps ensuite. Schelling ne dit pas explicitement, et en effet c'est certainement l'un des 2 ou 3 aspects centraux de mon livre, Schelling ne dit pas de façon expresse qu'il s'agit pour lui d'opérer une traduction de l'absolu. Mais quand on regarde les choses d'un petit peu près, en particulier ce que j'ai expliqué tout à l'heure entre le philosophé par nom commun, c'est-à-dire par concept, et la tentative de trouver des formes narratives justement d'un philosophé par nom propre, on voit très bien qu'il s'agit, avec l'enjeu de la narrativité, opposé à la dialectique spéculative, il s'agit bel et bien d'une tentative de produire des modalités traductives. La narrativité ne vise rien d'autre qu'à trouver des formes traductives qui permettent de penser justement autrement que sous la figure d'une dérivation, d'une déduction, etc., le rapport entre l'infini, l'absolu et nous autres, les hommes.